Sur la deuxième scène, Scaena secunda. Un personnage va s'ajouter, la mère, à Emilia. A Emilia interrogat. Quis me vocat? Quintus respondet. Iulia te vocat. A Emilia quintum interrogat. Cur Iulia plorat? Quintus respondet. Iulia plorat quia Marcus eam pulsat. A Emilia quid? Puer parvam puellam pulsat? Fu! Cur Marcus Iuliam pulsat? Quia Iulia cantat? O Iulia mea parva filia, Marcus puer probus non est, Marcus est puer improbus. Alors, a Emilia interrogat. A Emilia questionne. Quis me vocat? Qui m'appelle? Ici, vous remarquez le pronom personnel me. Les pronoms personnels se déclinent en latin comme en français. Vous n'y avez peut-être jamais fait attention, mais les pronoms personnels français se déclinent. Je est toujours sujet, me est toujours COD ou COI, tu est toujours sujet, te est toujours COD ou COI, et on a plus de cas pour la troisième personne, il est toujours sujet, le est toujours COD, et lui est toujours COI. Donc, c'est une base de déclinaison, c'est-à-dire que c'est le même mot qui change de forme selon sa fonction grammaticale dans la phrase. Donc en latin, la première personne, le pronom de la première personne, c'est ego au nominatif, toujours singulier parce que normalement on est un tout seul. Donc ego au nominatif, me à l'accusatif, mei au génitif, mii au datif et me à l'ablatif. Donc en français, on n'a que deux formes différentes pour la première personne. En latin, on a bien les 5 formes correspondant aux 5 cas, parce qu'on met toujours de côté le vocatif. Donc ici, comme le pronom est COD, il va être à l'accusatif. Pareil dans la phrase suivante, on a la deuxième forme, T, qui correspond au pronom tout, au nominatif. Tout, T, toui, tibi, T. Donc a Emilia questionne. Qui m'appelle? Quintus répond. Julia t'appelle. Vous remarquez qu'en latin, il n'y a pas de vouvoiement de politesse. Peu de langues européennes ont finalement introduit ce type de forme. On a l'équivalent en allemand, mais avec une troisième personne. Et en français, on utilise la deuxième du pluriel pour marquer le respect que l'on a envers quelqu'un. En latin, tout le monde se tutoie, comme un peu en France pendant la période révolutionnaire, ce qui n'empêche pas évidemment une hiérarchie sociale très très stricte dans la société romaine. Il faut bien imaginer qu'un esclave tutoie son maître de la même manière qu'un client tutoie son patron, de la même manière qu'un citoyen lambda tutoie les sénateurs. A Emilia quintum interrogat. A Emilia interroge Quintus. Pourquoi Julia pleure-t-elle? Donc là aussi, en latin, vous avez donc l'interrogatif court. Il n'y a jamais d'inversion du sujet en latin, ce qui n'aurait aucun sens vu qu'il n'y a pas réellement d'ordre des mots en latin. Quintus respondet. Quintus répond. Julia pleure parce que Marcus la frappe. Eam, c'est le pronom personnel, troisième personne non réfléchi. C'est un tout petit peu compliqué, mais on a exactement la même chose en français. Il, c'est le pronom personnel, troisième personne non réfléchi, et SE, c'est le pronom personnel, troisième personne réfléchi. En latin, c'est pareil. Donc, on a juste hérité, on a juste repris le système latin. Donc, si on avait Marcus se pulsat, ça veut dire que Marcus se frappe lui-même, et Marcus eam pulsat, Marcus la frappe. Quid? Quoi? Un enfant frappe une petite jeune fille? Bouh! Pourquoi Marcus frappe-t-il Julia? Parce que Julia chante. Oh Julia, ma petite fille, Marcus non est puer probus. Marcus n'est pas un enfant puer, probus, honnête. Marcus est puer improbus. Marcus est un enfant mauvais, malhonnête. Quintus, Julia puella proba est. Vous avez vu le faillot un petit peu? A Emilia quintum interrogat. Ubi est Julius? Cur non venit? A Emilia Julium non videt. Respondet Marcus. Pater dormit. Quintus. Mater non te sed me interrogat. A Emilia, pueri, ubi est pater? Quintus. Pater non hic est, sed Marcus hic est.
Quintus Julium vocat. Pater, pater. Quintus. Julia est une jeune fille honnête. Emilia interroge Quintus. Où est Julius? Donc on retrouve l'interrogatif de lieu où l'on est. Cur non venit, interrogatif de cause. Pourquoi? Où est Julius? Pourquoi ne vient-il pas? À Emilia, non videt Julium, ne voit pas Julius. Marcus répond. Mon père dort. Quintus. Maman ne t'a pas interrogé toi, mais elle m'a interrogé moi. Silence les enfants. Où est papa? Notre père n'est pas ici, hic. Il y a une expression française qui est hic et nunc, ici et maintenant. Donc notre père n'est pas ici, mais Marcus est ici. Quintus appelle Julius. Père, père. Julius quintum non audit neque venit. Cur Julius quintum non audit? Julius eum non audit, quia dormit. Marcus. Haha, pater dormit neque te audit. A Emilia. Fu puer. A Emilia irata est. Mater filium verberat. Tutax. Marcus plorat. Ouh. Julius eum audit. Iam non dormit pater. Julius non audit. Quintum n'entend pas. Quintus, donc ça donnait l'audition, quelque chose qui est audible, qui peut être entendu. Neque venit et ne vient pas. Neque, c'est la conjonction de coordination négative. Donc c'est l'équivalent de et, non. Donc quand on peut fusionner les deux, donc ça a donné ni en français, mais le neque est beaucoup plus utilisé que le ni français. Donc il est toujours en tête de phrase, donc il faut bien faire attention à faire porter la négation. S'il est en tête de phrase, c'est que la négation porte sur la phrase entière, c'est-à-dire qu'elle porte sur le verbe, et pas sur un... Enfin, non, ça peut être utilisé en énumération, c'est vrai. Donc il ne faut pas oublier, quand on a une phrase très longue qui commence par neque, il ne faudra pas oublier la négation quand on arrivera au moment crucial, au verbe par exemple de la principale. Pourquoi Julius n'entend-il pas Quintus? Julius ne l'entend pas, eum, toujours pronom personnel, troisième personne non réfléchie, équivalent du eam qu'on avait plus tôt. Julius ne l'entend pas parce qu'il dort. Quia, c'est la conjonction de subordination de cause, parce que. Donc elle est, et alors là c'est magique en latin, c'est rare, elle est invariable. Donc elle ne va pas se décliner. Marcus, il se moque de son frère. Notre père dort et ne t'entend pas. Emilia, bouh, garçon. Emilia est en colère. La mère frappe son fils. Verberat. Quand vous avez un problème de réverbération, c'est que la lumière vient frapper une surface et se réfléchit. Donc elle frappe son fils et on entend le bruit des claques, les onomatopées qui représentent les claques. Marcus pleure. Bouh! Oui, alors les Romains n'avaient pas passé toutes les lois contre la fessée, contre tout ça. Donc les châtiments corporels sont assez fréquents à Rome. On châtie les enfants. Châtier, ça vient de castigare. Les mots argotiques en français ont souvent gardé un radical étymologique plus pur. Donc châtier, l'accent circonflexe en français est généralement la marque de la présence ancienne d'un S après la voyelle S qui est tombée. Donc on a hôte, hôpital qui donne hospitalier, île qui donne Islande, fête qui double festival. Donc voilà, c'est un phénomène parfaitement courant. Et donc châtier, ça vient de castigere avec un chointement du C initial. Ça a donné châtaigne. Une châtaigne au départ, c'est quand même ça permet de comprendre pourquoi quand on châtaigne quelqu'un, quand on prend une châtaigne, c'est qu'on prend un coup de poing. Et voilà. Et ça, vous connaissez peut-être l'expression qui aime bien châtie bien, qui bene amat, bene castigat. Donc elle frappe son fils, ce n'est absolument pas répréhensible à Rome, c'est le moyen normal d'éducation des enfants. On ne voit pas du tout l'enfant comme une petite chose fragile à protéger à Rome, on voit l'enfant comme un petit animal qu'il faut dresser. Et donc ils ont une très très haute idée de ce qu'est un homme romain et particulièrement un citoyen, et on devient un citoyen, on devient un homme. On retrouvera un peu la même idée à la Renaissance.
avec la phrase d'Erasme, on ne naît pas homme, on le devient. Donc cette idée que l'enfant n'est pas le summum de l'humanité, une espèce d'idéal qui serait corrompu progressivement avec l'arrivée dans l'âge adulte, qui incarnerait la pureté, l'innocence, l'imagination, enfin tout ça. Et ça, c'est quelque chose de très, très moderne, hein, très tardif. Ça commence un peu à arriver avec la Renaissance et ça se développe vraiment en fait finalement à partir du 19e et essentiellement au 20e siècle. Donc dans l'Antiquité, on considère que l'enfant est essentiellement une sorte d'animal à qui il va falloir apprendre à être un homme et pour ça il va falloir qu'il canalise sa nature qui est quand même la prédation. Il considère que les enfants sont facilement violents, menteurs, voleurs, égoïstes, jouisseurs, etc. Et donc ils vont leur apprendre manu militari à devenir de bons citoyens. Les instituteurs ont parfaitement le droit de frapper les élèves aussi, et ça va rester très longtemps dans le système scolaire occidental. Donc on utilise facilement, donc d'ailleurs la férule, dans l'expression française, sous la férule de, tu veux dire sous l'autorité de, ça renvoie à cet objet, la férule, avec laquelle les maîtres frappaient les élèves. C'était pas pour montrer des choses au tableau, c'est pas un pointeur laser, quoi, une férule. Donc on frappe les enfants, et là la mère a giflé son fils pour le punir de son mauvais esprit qui l'avait amené à se moquer de son frère. Julius Eumaudit, Julius l'entend, désormais le père ne dort plus. Et vous voyez le dessin qui vous montre Julius en train de se lever et le père de famille va venir intervenir. Le pater familias, le père de famille à Rome, a un pouvoir colossal sur sa famille. Donc il a même sous la République, pendant un assez long moment, un pouvoir de vie et de mort sur les membres de sa famille. Souvenez-vous par exemple de l'histoire des Horaces et des Curiaces, cette célèbre histoire qui a été portée au théâtre par Corneille, par exemple, au XVIIe siècle, dans sa tragédie Horace. Donc, dans l'histoire des Horaces et des Curiaces, quand le dernier des fils Horace, vainqueur des trois Curiaces, rentre et croise sa sœur qui lance ses grandes imprécations, vous connaissez peut-être, Rome, l'unique objet de mon ressentiment, Rome, à qui vient ta main, d'immoler mon amant. Quand elle se blasphème contre Rome, qu'elle attaque la mystique romaine, eh bien son frère la tue et il va relever de la juridiction, non pas de l'État, mais de son père. Et le roi demande à son père de juger son fils pour savoir si le crime, enfin s'il s'agit d'un crime ou d'un acte justifié. Et le père va trancher en faveur de son fils parce que c'est une société extrêmement patriote et que la jeune fille a commis une sorte de sacrilège en attaquant la patrie. Mais c'est le père qui a cette responsabilité. Donc c'est à la fois un pouvoir, mais c'est quand même aussi une énorme responsabilité, c'est-à-dire que c'est le père qui est responsable de ce que font ses enfants. Donc le père de famille a une aura tout à fait particulière. Et d'ailleurs, quand un enfant naît, on pose l'enfant au sol. Et si le père ne le prend pas dans ses bras, s'il ne se baisse pas pour le prendre dans ses bras, l'enfant ne fera jamais partie de la famille et il va même être exposé, c'est-à-dire placé par exemple à un carrefour, sur un tas de fumier à un carrefour, ce qui fait le régal soit des chiens errants qui étaient nombreux, soit des très nombreux marchands d'esclaves qui font la tournée régulièrement pour récupérer ses enfants. Il faudra attendre quand même l'avènement de la société chrétienne en Occident pour qu'on se préoccupe du sort de ces enfants abandonnés et que les religieux les prennent en charge. Donc le père de famille a une grande charge, mais aussi une grande responsabilité, ce qui ne veut pas dire que la mère de famille n'a aucun pouvoir. La société romaine n'est pas une société misogyne, comme pouvait l'être la société athénienne, par exemple, du 5e siècle. La société romaine est une société dans laquelle les femmes ont toute leur place. Et si vous vous souvenez par exemple de ce qu'on a trouvé à Pompéi, bien à Pompéi, on a des industries qui sont entre les mains de femmes. En général, elles sont veuves, mais elles sont entre les mains de femmes. Et un des capitaines d'industrie de Pompéi, une des femmes les plus riches qui avait une immense fabrique, était une femme. Donc c'est un équilibre qui se trouve dans la société romaine entre les hommes et les femmes. Officiellement, c'est par contre le père de famille qui a tous les pouvoirs, mais aussi tous les devoirs.